la Sicile, dans une île française. On a créé l'appellation rhum agricole avec du rhum qui est fait vraiment à base de jus de canne. La canne, à savoir qu'elle vient pas forcément de là-bas. Avant les conquistadors, avant tout ça, en fait, pour la route de la soie, la canne, on l'a ramenée en fait d'Asie. D'Asie, elle arrive en Europe. Et en fait, à cette période-là, on a ramené la canne. On a ramené la canne dans nos îles, en fait, et on a remarqué que la canne à sucre poussait très très bien là-bas, mais c'est hyper dur à faire pousser. Top. Bon bah salut Romain. Salut Sean. Enchanté. Enchanté de même. Plaisir de te rencontrer, on est chez toi au bar L'Expérience alors. Exactement, ravi de te recevoir à la maison. Donc ton univers, c'est ça? C'est mon univers effectivement, autour du cinéma, des animés, principalement évidemment l'univers des cocktails parce que ça reste quand même le métier premier. Plus que de faire de la déco, mais ouais voilà, c'est ma deuxième maison. C'est vrai, ça te tient à cœur de montrer ça et en plus, parce que là je tiens à noter que voilà, c'est ce que tu m'as mis ici du coup. Voyage. Ouais, exactement. Les trois principaux commandements de ce qu'on veut retransmettre, effectivement, dans un premier temps le voyage, parce que comme on dit, les voyages forment la jeunesse et donc c'est ce qui nous a permis aussi d'arriver à ce concept aujourd'hui. Ouais. En deuxième, le Japon. Alors là, on est sur un service effectivement de saké. C'est un rêve parce que j'ai jamais eu la chance d'y aller. Donc j'aimerais bien y aller un jour et puis mais en attendant on s'instruit donc à travers les animés, même le cinéma japonais que je trouve hyper intéressant. Et enfin le dernier comme c'est indiqué la chartreuse. Pourquoi la chartreuse? Parce que c'est peut-être le produit le plus mythique en France. Il faut savoir qu'en plus les pères chartreuses c'est encore eux qui fabriquent leur alcool et il faut savoir qu'ils ont fait vœu en fait de silence. Si un jour tu as l'occasion d'aller du côté de Voiron pour aller faire une visite de leur monastère, enfin tu peux pas vraiment le visiter mais en tout cas les croiser, tu te rendras compte qu'en fait eux ils vivent vraiment dans leur plus simple, dans le plus simple appareil de la vie. Pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, rien du tout. Et conserve un savoir-faire quand même mythique comme tu le dis. C'est le seul alcool au monde qui a une couleur verte naturellement. Le verre ici même. Le verre chartreux, exactement. C'est exactement ça. C'est chouette. Alors qu'est-ce que je souhaite revenir sur le Japon? Alors qu'est-ce que t'inspire le Japon pour n'y être jamais allé? Je dirais des vertus que sans le dire méchamment, on retrouve moins en fait, vraiment ce côté très respectueux, la cérémonie du thé par exemple qui est très protocolaire, la cérémonie du remerciement, la cérémonie de vouloir mettre son client dans les meilleures dispositions possibles. C'est des critères qui moi me touchent personnellement. Après il y a d'autres personnes qui diront qu'au Japon par exemple il y a aussi du racisme, il y a aussi plein d'autres problématiques. Maintenant aussi il faut savoir prendre du recul sur les choses. Le Japon est un pays qui s'est à peine ouvert il y a seulement on va dire 60-70 ans. Avant ça reste quand même une île, mais à côté de ça quand même ils ont ce respect de l'être humain et de l'être vivant en général qui moi me touche énormément. C'est vrai que quand on va là-bas on rapporte beaucoup de zénitude, de respect, de calme en fait. C'est un peu aussi faire le calme intérieur. Toi plutôt du côté de Kyoto ou dans les vraiment villages ancestraux japonais où il y a encore tous les temples et tout ça. C'est féodal et en plus on a une panorama c'est incroyable, exactement une ça. nature préservée et tout. Donc voilà, donc le rêve, peut-être pas le rêve d'une vie parce qu'en fait dans une vie on a plein de rêves, mais un des rêves d'une vie ce serait d'aller au Japon, d'y faire une expérience de 3 à 6 mois, visiter du pays, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de moins beau aussi parce qu'il faut tout prendre et puis Comment tu comptes ramener cette détermination aujourd'hui ici dans l'instant présent pour aller justement au Japon plus tard? Comment faire? Déjà travailler. Après c'est le nerf de la guerre, c'est avoir un peu de sous pour pouvoir partir là-bas. Et puis espérer que madame soit d'accord, parce que pour l'instant madame n'est pas spécialement pour aller au Japon, c'est pas quelque chose qui l'attire. Donc un voyage à deux, il faut quand même que la deuxième personne soit d'accord. Vivre
la passion et la vie japonaise là-bas, quoi. Parce que c'est souvent en fait ce qu'on a à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire que si c'est cette philosophie qui t'attire en fait du Japon, c'est qu'en fait à l'intérieur de toi il y a quand même quelque chose qui est connecté, tu vois, déjà là-bas. Bah après c'est parce que moi je regarde pas mal d'animés. Je pense que vous aurez l'occasion de le voir tout à l'heure, mais voilà, on a des fresques au niveau du plafond. Et en fait, ce que je trouve souvent dans tout ce qui est shonen, seinen, c'est qu'en fait on revient toujours en fait aux bases de ce que l'être humain devrait être avec les autres, c'est-à-dire vraiment l'entraide, l'amitié, l'amour, le bien-être des autres, peut-être presque même avant son bien-être personnel. Même si on pourrait en discuter, je pense, jusqu'à 5h du matin et peut-être même jamais tomber d'accord. En tout cas, voilà, moi c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup remarquées. Et c'est même des choses que nous on n'a pas dans nos dessins animés occidentaux, sans reproche, hein, du tout. Attention, je mets pas le doigt en disant les animés c'est meilleur que les films. Mais en tout cas c'est différent et ils ont une perception des choses que je trouve complètement différente. Ce rapport à l'humain avant tout. Avant, je dirais peut-être presque le côté objet, le côté juste divertissement. Exactement. Voilà, donc là, je voudrais dire qu'il y ait forcément une trame commune dans les animés où on retrouve des valeurs en fait. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et en vrai, je pense que si tu pourrais discuter avec des gens de mon entourage, même en l'occurrence des collègues du travail, je pense qu'ils pourraient exactement te dire la même chose. Tu penses que les choses simples aujourd'hui ont pu te façonner ta perception aujourd'hui? Disons qu'après moi j'ai pas eu spécialement un parcours de vie qui a été alors je vais pas vendre la veuve et l'orphelin et te dire que j'ai eu un parcours une enfance difficile, et ce qui est absolument pas vrai. J'ai eu de la chance, j'ai jamais connu moi des parents divorcés, j'ai eu la chance de voyager dans pas mal de pays du monde entier. Donc de ce côté-là, vraiment, j'ai eu une enfance heureuse. Après, j'ai eu d'autres problématiques qu'on retrouve aujourd'hui parce qu'elles sont beaucoup plus mises en avant, comme par exemple du harcèlement scolaire. Moi, j'en ai vécu. J'étais le petit gros à lunettes, donc voilà, moi, du harcèlement scolaire, je sais ce que c'est. J'en suis pas mort aujourd'hui, mais je trouve que par contre, c'est bien aujourd'hui de pouvoir mettre le doigt sur ces problématiques-là, sachant que, encore une fois, moi, j'en veux pas à mes détracteurs de l'époque. On est des gosses, on n'a pas spécialement conscience aussi des retombées que ça peut avoir. C'est vrai, surtout au collège, parce que ça arrive généralement au collège, des apparitions de trauma et un peu de souffrance. Et ces choses-là, c'est bien d'en prendre conscience, de dire ok, et en effet, quand tu dis détracteur, on n'en veut pas. C'est avant tout en fait l'expérience qui est passée. Et aujourd'hui, ça t'a façonné, ça t'a travaillé. Ouais, exactement. Tu vois, et limite, est-ce que finalement, dans un futur proche, plus ou moins proche, tu les remercierais ces gens-là du coup? J'irai pas jusque-là, mais parce que les remercier d'avoir été entre guillemets, je dirais, odieux, méchants, et vraiment, je vais même pas spécialement rentrer dans les détails, mais vraiment d'avoir été dans des zones où en fait tu te retrouves quand même dans des situations des fois où t'es coincé, quoi. Et je dirais le pire, c'est que t'es harcelé scolairement. T'as pas spécialement en fait de soutien au niveau de l'école parce que pour le coup t'es, on va dire, le bouffon de service, si je peux le dire comme ça, tout en restant très, même si je pense qu'il y en a pour qui ça peut être encore plus grave. Et à la maison, si tu veux, quand tu rentres et que t'en parles à tes parents, et que tes parents, je vais pas dire, enfin je dirais peut-être aujourd'hui le problème c'est que c'est peut-être trop pris au sérieux ou pas assez. Moi j'ai, on va dire, eu cette malchance ou cette chance, je sais pas, que ça n'était pas vraiment pris au sérieux, et donc j'ai appris en fait à vivre avec et à me dire c'est pas grave, je fais le dos rond, un jour ça s'arrêtera, un jour je passerai à autre chose. Après tout, c'est ce que m'avait dit une amie un jour, la vie c'est que des cycles. Tu vas dans un cycle où c'est tout bon, et puis à un moment donné tu vas dans un cycle où c'est pas bon du tout. Fin de primaire, collège, ça a été vraiment une période la plus compliquée. Après j'ai voulu justement bifurquer dans l'hôtel-restauration, donc faire un lycée hôtelier. Tout le monde est en fait en costume cravate, donc la barrière de la marque, t'as pas de chaussures Adidas, t'as pas si, c'est en fait est occulté, et en fait inconsciemment ou consciemment peut-être même, t'apprends plus à découvrir les gens dans ce qu'ils sont que par rapport à ce qu'ils paraissent. Et là où j'ai passé mes meilleures années, donc on revient sur un cycle de positif, pour ensuite revenir malheureusement sur des cycles négatifs entre guillemets. J'ai perdu mon papa à 25 ans, avec une sorte d'Alzheimer compliqué, et moi mon père c'était quand même mon socle, mon pilier, c'était, je vais pas dire toute ma vie, mais c'était vraiment une grosse partie de ma vie, il m'a tout appris. Et j'aurais vraiment voulu qu'il soit là pour gérer mes futurs meilleurs moments de ma vie, mon mariage, la naissance de mon premier enfant. Il ne le sera pas. Mais par la même occasion, dans cette même période, j'ai aussi ma compagne, qui est toujours ma compagne aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, et qui en fait est tombée malade, a eu de la sclérose en plaques foudroyante, qui l'a paralysée.
et elle s'est fait habiter. Enfin, ça a été vraiment des moments qui ont été très difficiles dur, à l'âge de 21 ans. Et en fait, si tu veux, mon père est parti 8 mois après. Jusqu'à mes 25 ans, je me disais, mais le père de mon père, c'est pas possible. Si je perds mon père, moi, je préfère arrêter de vivre. Je me vois pas vivre sans mon père. En fait, ma compagne est tombée malade. Disons que ça fait relativiser énormément sur la vie. Tu peux tomber dans des travers qui sont pas spécialement les mieux, l'alcool, drogue, et j'en passe. Quel enseignement en fait t'ont appris ces moments de faiblesse justement? En fait, des moments de faiblesse, on va toujours en avoir. Et je pense que ça sert à rien de stigmatiser les gens parce qu'ils sont dans un moment de faiblesse. Après, par contre, le problème, c'est qu'on ne peut pas obliger les gens à s'en sortir eux-mêmes. Pour donner concrètement un exemple, donc moi, si tu veux, quand ma compagne est tombée malade, donc je travaillais, j'étais déjà barman à l'époque. Et en fait, ce qui se passait, c'est que pendant le travail, il n'y avait pas de problème. Avant de partir au travail, j'étais nickel chrome, il n'y avait pas de souci, Oui. Je travaillais 3 jours par semaine. Non, je préfère préciser quand même, parce qu'il y en a qui, en fait, justement, dépassent ce clivage-là, tu vois, qui vont arriver au travail sous, qui vont arriver au travail défoncés, qui vont pas être dans des bonnes conditions de base. Moi, je m'étais quand même imposé des limites. Par contre, à partir du moment où j'avais plus de limites, j'étais devenu complètement associable, je ne sortais plus, je voulais plus voir mes potes, je voulais rester dans mon monde. Je rentrais chez moi, je me servais un whisky, un rhum, je voulais un joint, voire 2, voire 3, je me mettais une tête comme ça, je voulais fuir mes problèmes. Ça a duré à peu près 3-4 mois, jusqu'au moment où j'ai vu la meilleure amie de ma compagne, et je lui ai dit, je fais écoute, ça va pas du tout. Voilà, ça va pas du tout, là je fais n'importe quoi. Une descente aux enfers Ouais, à ce moment-là? ouais, clairement. Enfin, Ça. une descente aux enfers, oui, quand même, parce qu'en fait, tu t'isoles complètement. Alors moi, j'avais quand même mes amis qui m'appelaient, qui me disaient allez, viens, sors, et j'avais pas envie. Tu sentais pas cette motivation là? Non, vraiment pas. C'était mort. Ouais, j'avais vraiment envie de rester seul, mais encore une fois, comme je l'ai dit, tu peux pas l'obliger. C'est-à-dire que en fait, ce qui s'est passé, c'est quand moi j'ai vu ma meilleure amie, la meilleure amie de ma copine, pour lui dire que justement j'étais dans cette problématique-là. Elle m'a regardé et en fait elle m'a pas jugé, elle m'a rien dit, elle m'a dit, en fait elle m'a juste eu cette réponse qui a plus fonctionné comme un détonateur en fait de la remontée, je dirais, de cette descente. C'est de me dire, écoute Romain, si déjà tu m'en parles de toi-même et que tu te rends compte qu'il y a un problème, tu as déjà fait la moitié du chemin, donc en fait maintenant quand tu auras envie de sortir de cette problématique-là, je doute pas que tu y arriveras. Effectivement, voilà, les choses en entraînant une autre. En fait, ma compagne recommençait à sortir de son marasme. Mon père y rentrait. Et c'est vrai que quand mon père, par exemple, avait vu ma compagne sur son lit d'hôpital, la première chose qu'il a dit, alors que mon père à l'époque avait 84 ans, c'est pourquoi je suis encore debout? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi elle est allongée à 21 ans, complètement paralysée, et pourquoi moi, en fait, je suis encore en vie, quoi. Bien Donc, sûr. En fait, c'était clairement un processus mental comme qui s'était installé chez toi. T'as relativisé là-dessus? Ouais, j'ai relativisé. En fait, mon père, il m'a toujours dit, ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai souvent tendance à me mettre à la place des autres. Comme par exemple, même dans mon service, je me mets à la place du client, je vais me mettre par exemple à ta place pour essayer de comprendre qu'est-ce que tu veux. Et puis, je trouve que ça a quand même beaucoup plus intérêt de comprendre aussi les personnes que tu as en face de toi, au global, et après de faire tes propres, de réagir en conséquence. Alors, il y en a qui pourraient dire que c'est être faux cul ou c'est être très adaptable. Mais après, à un moment donné, c'est si j'apprécie pas les personnes non plus, je vais pas me forcer, je vais être très courtois, très poli. Mais voilà, après ça s'arrêterait là. Et pour en revenir à cette situation, moi ma compagne m'avait clairement dit écoute, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, moi je sais pas dans quelle situation, donc comment je vais m'en sortir, donc je veux que tu t'en ailles. Et moi en vrai, la première chose que je me suis dit, c'est bon, déjà je l'aime. Deuxièmement, si on inversait les rôles, est-ce que j'accepterais, est-ce que je supporterais qu'en fait elle me lâche alors que je suis peut-être dans le pire moment de ma vie? Non. Et j'en reviens à la première qui est aussi la troisième, c'est non, et puis je l'aime, et donc moi en vrai dans ma tête je savais déjà que je voulais faire ma vie avec cette personne. Disons que ça a confirmé des choses que je savais déjà. Comme on dit dans le mariage, c'est quoi? C'est pour le meilleur et pour le pire. Bon moi en l'occurrence je me suis dit on n'est pas mariés, mais on est dans le pire, et le pire on le vit maintenant, on va l'assumer, on va le prendre à bras le corps, on va avoir des hauts, on va avoir des bas, il y aura des disputes, il y aura des moments qui vont être difficiles. Mais on va traverser cette tempête parce qu'on s'aime et que voilà, ça a été la base de tout ça.
Et en fait, ce qui s'est passé avec ma compagne, ça m'a permis par contre d'accepter le départ de mon père. Ma mère qui m'appelle à 5h de l'après-midi, chose qui n'arrive jamais. Donc à partir de ce moment-là, je sais pertinemment que en gros, je vais avoir une mauvaise nouvelle au téléphone. À 17h, je devais partir travailler pour aller faire une prestation bar événementiel pour un mariage et que je suis quand même allé travailler. Mais un peu schizophrène, hein, parce que j'avais le sourire, mais je pleurais toutes les larmes de mon corps en voir son crocodile. Et c'est la mariée qui est venue voir en disant mais qu'est-ce qui se passe, on dirait que vous avez un problème, vous avez le sourire mais vous pleurez. Je dis mais vous savez, c'est pas parce que c'est le plus mauvais jour de ma vie ou un des plus mauvais jours que je dois gâcher le plus beau du vôtre. Donc encore une fois, le fait d'être empathique, en fait, de se mettre à la place des gens. Fait que ouais, malheureusement c'est horrible, hein. Après je dis pas, et j'avais le lendemain après pour pleurer et tout ça, et bien puis sûr. Bien sûr. Ouais, je comprends entièrement, et d'ailleurs j'espère que beaucoup comprendront aussi cette vision des choses, que même si voilà, on est au plus fond du couvercle, en fait, du bocal, il y a toujours un moyen de se relever. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à Romain Wickart évidemment, qui est au bar L'Expérience à Cannes, je le rappelle. Pour le coup, c'était une agréable expérience. Que dire de plus? Raison technique, j'ai pas la suite de la vidéo, vous m'en excuserez. Et si vous avez aimé et vous êtes surtout resté jusque là, n'hésitez pas à me le faire savoir par un commentaire, j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à vous encore une fois et à la prochaine vidéo.